Alors bonjour, nous allons débuter ce point de presse du 12 juin 2020 du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, porte-parole habituelle, notre PDG, Mme Caroline Roy, ainsi que Dr. Mobola Sobanjo, directrice intérimaire à la santé publique. Et nous avons une nouvelle invitée aujourd'hui. Il s'agit de Mme Marianne Gagnon Bourget, j'ai oublié son titre, qui est conseillère cadre en amélioration continue. Elle va venir aujourd'hui nous parler du déploiement d'un projet super intéressant afin de contrer le déconditionnement de nos aînés qui habitent en résidence pour aînés. Alors, sans plus tarder, Madame notre PDG, à vous. Oui, bonjour. Donc, encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous, m'adresser à la population en contexte de COVID, donc pour donner quelques messages ou quelques informations. En fait, 2 messages aujourd'hui. Le premier concerne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées qui aura lieu et qui se tient là, annuellement lundi prochain. Donc, lundi 15 juin, c'est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. C'est important de se le rappeler parce qu'en fait, c'est toujours important d'agir contre la maltraitance. Puis le message que je souhaitais mentionner, c'est simplement que si vous croyez être victime de maltraitance ou si vous connaissez quelqu'un, et que ce soit une personne aînée ou une personne de tout âge, puis dans quelconque condition, il y a effectivement notre commissaire aux plaintes qui peut répondre à différentes questions, puis qui va agir à titre de responsable aussi dans le suivi de cette plainte-là au niveau de la maltraitance. Et également, il y a une ligne d'écoute et de référence au 1-888-489-ABUS, donc ABUS, qui est le 2287. Je répète, 1-888-489-ABUS. Puis, c'est un service qui est confidentiel, qui est gratuit. C'est important d'agir contre la maltraitance, puis on n'est pas à l'abri de connaître une telle situation dans notre entourage. Sinon, deuxième message en lien avec la reprise de certaines de nos activités. Au niveau des activités mère-enfant, la majorité de l'ensemble des activités qui concernent les femmes enceintes puis les nouveau-nés n'ont pas été cessées pendant le contexte de pandémie. Certaines ont été adaptées, modulées. Mais évidemment, là, c'est une activité qui se poursuit puisque la grossesse là, se poursuit pour chacune des femmes et c'est un service qui est considéré comme essentiel. Une des activités qui avait été adaptée, c'est de permettre les accompagnants lors des échographies fœtales, donc l'ensemble des échographies obstétricales. On ne permettait plus d'accompagnants dans nos installations, puis c'était via là, un mode de téléconsultation type FaceTime où l'accompagnant, qui est généralement le papa ou l'autre maman, pouvait assister à l'échographie. Depuis quelques jours déjà, on permet les accompagnants aux échographies. Par contre, il est arrivé que les rendez-vous soient donnés dans les jours précédents, puis qu'à ce moment-là, on mentionnait que c'était refusé d'avoir un accompagnant lors des échographies. Donc, je tiens à le mentionner. Si vous êtes en attente d'une échographie obstétricale, oui, l'accompagnant peut maintenant avoir accès et l'ensemble des femmes pour lesquelles les rendez-vous avaient été donnés pour éviter toute confusion vont être rappelés ou ont déjà été rappelés pour leur confirmer que c'est maintenant possible d'avoir un accompagnant pour cette intervention. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. Dr. Sobanjo, à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour une autre fois, ça fait pour cette semaine, nous n'avons pas eu de nouveaux cas déclarés. Donc, encore une fois, nous avons toujours le même nombre total des cas depuis le début de la pandémie, soit 168 cas confirmés pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, étant donné que nous avons 162 personnes maintenant rétablies, nous n'avons que 2 cas actifs actuellement. Et actuellement, il y a personnes hospitalisées ici, quand nous sommes désignés pour la COVID. La situation est stable et on peut, c'est une bonne position qu'il nous place parce qu'on est en mesure de pouvoir poursuivre les activités ou les plans de déconfinement ici en région. On est en mesure aussi, donc il y a plusieurs stratégies qui sont en place pour mitiger ou de prévenir une propagation du virus ici en région. Nous avons l'équipe de santé au travail qui soutient le milieu de travail dans leur responsabilité de mettre en place des mesures pour protéger ou de prévenir la transmission de la COVID au sein de leur établissement.
Nous avons également la Commission des normes d'équité et de santé et de la sécurité au travail qui a produit plusieurs documents aussi pour soutenir le milieu de travail. Nous avons aussi des inspecteurs qui visitent ces endroits-là pour s'assurer que les mesures ont bien été mises en place. Donc, pour ce qui est des documents, des outils produits par le CISAT, vous pouvez les trouver sur nos sites Internet. Il y a un tuile, il y a un endroit où vous allez cliquer sur le COVID-19 et on a une section en anglais pour les entreprises et ces informations sont disponibles. Également, des informations sont disponibles sur le site web de la CNESST. Et pour tout ce qui concerne ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, il y a aussi le site de québec.ca, le site de gouvernement québec.ca qui est mis à jour quotidiennement. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce, il y a des mises à jour. Il y a aussi des questions-réponses pour essayer à répondre aux questions que les gens peuvent avoir en lien avec la dernière annonce ou les secteurs qui doivent répondre à ces activités. Également, il y a des formations qui sont disponibles. Donc, il y a une formation disponible pour les employés, les travailleurs, sur la COVID-19, qui est disponible également sur le site web du gouvernement, mais aussi une autre formation destinée aux employeurs et aux gestionnaires pour les aider aussi à mieux préparer leur milieu dans le contexte de la COVID-19. La période des vacances arrive, donc il y a beaucoup de questions. Pour nous ici en région, compte tenu de la stabilité et le fait que nous n'avons pas eu de cas dans les derniers jours, aussi le fait que la majorité des cas qu'on a eu dernièrement dans les dernières 4 semaines ont eu l'exposition soit à l'extérieur de la région ou étaient des personnes en contact avec quelqu'un qui a été exposé à l'extérieur de la région. Donc, ça fait en sorte que pour nous, ça va être plus lorsqu'on va commencer à se déplacer pendant la vacance, ça se peut d'avoir une réimportation de cas ici en région. On peut prendre des vacances, c'est souhaitable de profiter de l'été, on peut aller faire des campings, on peut faire des voyages, tout en étant en sécurité. Donc, c'est important de prendre des mesures, même avant de partir, de vérifier si les endroits où on veut visiter sont ouverts. C'est important de planifier, de bien planifier nos déplacements, de s'assurer qu'on a ce qu'il nous faut pour pouvoir faire des hygiènes des mains, donc soit le gel alcoolisé ou on s'assure que là où on va aller, il y aura des facilités, un bloc sanitaire pour pouvoir s'assurer qu'on va respecter les lavages des mains, les hygiènes. Donc, ça va être important aussi de s'assurer que lorsqu'on déplace, on a tous les approvisionnements. Donc, on n'a pas besoin d'arrêter si ce n'est pas nécessaire. On limite les arrêts en route. Également, ça va être important de prévoir plus de temps parce que tous les endroits où on va visiter, il y aura des nouvelles réalités. Des fois, ça va être plus long. Ils ne vont pas pouvoir accommoder plusieurs personnes en même temps. Donc, il y aura un changement. Ça va être des vacances avec une différence. Mais la situation actuelle au Québec, dans la province même, dans le pays du Canada, permet de pouvoir voyager tout en prenant les mesures nécessaires. Donc, si on fait attention, si on est prudent, on peut en profiter. Et en revenant aussi, on prend des mesures et on s'assure. C'est sûr que dès qu'on a des symptômes, des moindres symptômes, c'est recommandé de ne pas sortir, de ne pas faire des déplacements, de rester chez nous et d'appeler la ligne 1-877-644-4545 pour avoir une évaluation et d'accéder au dépistage si nécessaire. C'est important de se rappeler de ça. La semaine prochaine, on va pouvoir commencer à se rassembler à l'intérieur tout en respectant les 2 mètres entre les ménages, pas plus de 3 ménages et pas plus de 10 personnes en tout. Donc, toutes ces mesures vont être importantes et ça va être important de se rappeler qu'on peut profiter, mais il faut qu'on soit prudent et c'est comme ça qu'on va pouvoir profiter de l'été qui arrive. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Alors, Madame Gagnon-Bourget, à vous. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ça fait plaisir vraiment d'être ici cet après-midi pour vous parler d'un super projet novateur. La pandémie nous a ramené à nous être plus créatifs et on a pris la balle au bon à l'occasion du projet Animateur Bonheur.
c'est moi la porte-parole, mais sachez qu'on est une équipe et c'est un travail de collaboration entre 4 directions au CISAT, notamment SAPA, la direction de la santé publique, DSI et la direction de la qualité de laquelle j'émane. Alors, c'est quoi le projet Animateur Bonheur? En fait, l'idée découle suite aux visites du ministère dans les résidences privées personnes âgées. Vous savez, les RPA, là, qui s'est rendu bien connu à cette heure comme acronyme. Donc, nous avons visité toutes les RPA de la région et on a fait le constat que les gens étaient déconditionnés. Donc, nos résidents, même après 3-4 semaines de confinement, en avaient aussi perdu au niveau cognitif et physique. Alors, autant les résidents eux-mêmes qui nous le disaient, là, oh, on est tannés, c'est triste, on ne peut pas faire grand-chose, que même les propriétaires de ces résidences-là nous mentionnaient déjà le fait de, certains résidents commencent à être déconditionnés. Alors, on s'est dit, vite, il faut faire quelque chose. On peut pas laisser nos gens, hein, nos pionniers, hein, c'est les gens qui ont bâti notre belle région, qui sont présentement dans ces résidences-là. Donc, en même temps est apparue la nouvelle que le cégep et l'université libéraient ses étudiants pour des emplois d'été. 1+1, on s'est rapidement pris ces animateurs-là et on s'est dit, on va faire l'animation dans nos résidences privées pour personnes âgées. Donc, aujourd'hui, officiellement, c'est 24 animatrices parce que c'est des filles, là, l'histoire veut que ce soit ça. Donc, 24 animatrices étudiantes qui vont être là tout l'été dans nos 34, parmi 34 de nos résidences privées pour personnes aînées. On rejoint au-delà de 1867 résidents. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une programmation et les animatrices vont animer ces résidents-là. Ce qui est particulier, c'est qu'on a toutes les règles maintenant de distanciation sociale, les règles d'hygiène des mains, ainsi que d'étiquette respiratoire. Auparavant, dans une grande résidence, on pouvait faire un bingo avec 50 personnes. On ne peut plus le faire. Donc, il a fallu être imaginatif et il a fallu se réinventer. Tout ça grâce à nos animatrices qui sont en poste depuis le 26 mai. Et déjà, hein, c'est fait pas très longtemps, vous allez comprendre, et déjà, on remarque les bienfaits de cet accompagnement-là de notre part, donc avec les animatrices dans les résidences. Les aînés eux-mêmes nous disent qu'ils sont contents de pouvoir bouger en toute sécurité et aussi d'être animés en toute sécurité également. Ce projet-là, normalement, on aurait fait une préparation de 9 mois ou à peu près. On a bâti en à peu près 10 jours en tout et partout et on continue de le bâtir au fur et à mesure. Donc, c'est un projet qui finalement a de belles retombées. On a rencontré les propriétaires des résidences ce matin qui sont tous satisfaits et réclament et le demandent encore des animateurs. Ce qui est particulier dans la démarche, c'est que ça dure la durée de l'été parce que c'est des étudiants, vous avez bien compris, et on veut que le projet soit périn dans le temps et on veut former nous-mêmes les résidents qui vont eux-mêmes après pouvoir animer leur propre résidence. Donc, il y a une notion d'usager partenaire, de collaboration dans ce projet-là qui est super important et super motivant aussi pour ces résidents-là. Vous savez aussi, sans l'apport de comités d'usagers, des propriétaires des résidences privées, et aussi du soutien financier de fondations, notamment la Fondation Jacques Paradis à la SAR qui nous aide parce que vous comprendrez qu'il a fallu adapter les objets. On ne peut plus jouer aux poches avec les petits jeux de poche parce que c'est en tissu, donc il faut changer nos façons de faire et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'était tout simplement un clin d'œil pour vous dire qu'on a à cœur le bien-être de nos aînés. On en prend soin et on s'implique avec eux au courant de l'été. Voilà. Alors, merci beaucoup, Marianne. C'était très, très, très motivant. Alors, nous allons procéder à